L'invité du Tropique Midi. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, et l'actualité est riche et va vous permettre de rebondir sur pas mal de sujets. Mais d'abord, les indépendantistes flamands hier sont sortis gagnants des élections municipales en Belgique avec la victoire de leur chef, Bart De Wever, et une poussée de son parti dans toute la Flandre. Est-ce que le fragile équilibre politique en Belgique est ébranlé et cela aura-t-il des conséquences au-delà ? Alors, oui, le fragile équilibre politique de la Belgique est ébranlé, pas depuis hier, d'ailleurs ça fait maintenant plusieurs années que ça dure, et l'on va vers une partition probablement de la Belgique. Ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'il est quand même assez intéressant de noter que cette situation est en train de se développer dans toute l'Europe. Vous avez vu qu'il y a une espèce d'accord entre le Premier ministre britannique et puis les responsables écossais, puisque je vous rappelle qu'en Écosse, aux dernières élections européennes, le parti indépendantiste écossais était arrivé en tête devant les conservateurs et le Labour. Vous avez vu qu'il y a de fortes manifestations en Catalogne pour obtenir l'indépendance. En d'autres termes, il est en train de se produire exactement, je suis désolé de me citer, mais exactement ce que je ne cesse de prophétiser depuis maintenant plusieurs années. Je l'ai montré notamment dans une conférence qui s'appelle les 12 impasses de l'Union européenne, c'est que la construction européenne en ce moment, est en train de détruire les États-nations préexistants, de les pulvériser. C'est une espèce de somalisation, si vous voulez, comme la Somalie. C'est ce qui se passe en ce moment en Libye, c'est ce qui se passe en Irak, c'est ce qui se passe probablement, ce qui risque de se passer en Syrie. C'est-à-dire qu'il y a derrière une volonté qui consiste à pulvériser en entité, en subentité étatique, quelque chose qui empêcherait ensuite au peuple de se mobiliser contre la mainmise de l'oligarchie euro-atlantiste. Voilà. Donc je crois que c'est extrêmement dangereux parce que l'objectif final, c'est d'ailleurs la politique d'Europe des régions qui est derrière, c'est de morceler ces instances étatiques. Je terminerai par ce côté quand même assez curieux, enfin amusant si je peux dire, c'est que si vous allez en Belgique, à Bruxelles, vous avez cette tour de Babel qu'est la Commission européenne, où on prétend faire un seul peuple avec 27 États, et il suffit de descendre dans la rue pour s'apercevoir que voici un État, la Belgique, qui a été créé en 1830 et qui est en train d'exploser sous leurs yeux, c'est-à-dire que ça ne marche même pas en Belgique. Est-ce que ça pourrait marcher avec 27 États ? Alors justement, puisque vous parlez de l'Europe, prix Nobel de la paix vendredi, voilà qui a étonné, voire scandalisé d'ailleurs beaucoup la semaine dernière. L'Union européenne, c'est la paix, comme nous le suggère le Nobel, ou bien la guerre ? Alors, j'ai écrit un article paru sur Agoravox qui s'appelle « L'Union européenne, c'est la guerre ». L'Union européenne, c'est la guerre parce que, en fait, elle s'inscrit parfaitement dans le choc des civilisations théorisé par les Américains, et puis parce que c'est la partie politique, la construction européenne est la partie politique d'une médaille dont la partie militaire s'appelle l'OTAN. Je rappelle que les Américains ont fait toutes les pressions nécessaires à partir du début des années 2000 pour faire entrer tous les pays de l'Est de l'ancien bloc soviétique dans l'OTAN d'abord, puis dans l'Union européenne ensuite. Ce sont les États-Unis qui ont exigé l'élargissement de cette Union européenne. Donc, allez parler, si vous voulez, aux Afghans, aux Irakiens, aux Libyens, allez leur dire que l'Union européenne c'est la paix, c'est une provocation. J'ajoute, ça n'a pas été suffisamment souligné que ce prix Nobel de la paix n'a pas été accordé uniquement que pour prétendument avoir fait œuvre de paix, mais aussi prétendument pour avoir développé dans toute l'Europe la démocratie. Alors ça, c'est au moins aussi scandaleux quand vous pensez que tous les référendums sont piétinés. Le référendum du 29 mai 2005 en France, du 1er juin 2005 aux Pays-Bas, de juin 2008 en Irlande. Quand vous pensez que également on nomme désormais des chefs de gouvernement en Italie, Mario Monti, en Grèce, Papademos, qui ne se sont jamais présentés devant le suffrage universel, mais qui ont été en fait cooptés par Goldman Sachs pour imposer des politiques que les peuples ne veulent pas. Quand vous songez par exemple que les traités
traités européens sont violés les uns après les autres. Par exemple, la clause dite de non-renflouement des États, l'article 123, qui est piétiné par le FESF, par le MES. Quand vous songez à ce qu'est le TSCG qui vient d'être ratifié en Justement, France, il a été ratifié le 11 octobre. Est-ce que cela conforte le processus de la réorientation européenne voulu par le chef de l'État ? Mais le chef de l'État, écoutez, c'est une marionnette. Écoutez, qui est-ce qui croit encore à Monsieur Hollande ? Nous, on avait dit, vous vous rappelez, vous m'aviez invité à l'époque, on avait dit que nous appellerions à l'abstention entre M. Sarkozy et Hollande parce que c'était du pareil au même. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Il y a des gens de gauche qui me disaient, mais non, pas du tout, il vaut mieux. Bon, c'est vrai que Sarkozy, tout le monde en avait marre, mais tout le monde en a marre de M. Hollande au bout de 4 mois. M. Hollande n'a pas les manettes. Voilà. Mais ce qui est en train de se passer, c'est la confirmation de ce que je ne cesse de dire depuis 5 ans et demi que j'ai créé l'UPR, c'est que les Français n'ont plus les manettes. Donc, M. Hollande n'est qu'un bouchon sur l'océan, si vous voulez. Et c'est quelqu'un qui est ballotté au gré des événements. Il n'a pas pu changer une virgule du TSCG. C'est d'ailleurs ce que nous disons aussi quand certains nous disent il faut une autre Europe. J'ai publié sur Agoravox il y a quelques jours un autre article où j'ai fait une espèce de récapitulatif depuis 1979 des promesses d'autre Europe. Mais c'est tout simplement se moquer du monde. On ne peut pas avoir d'autre Europe puisque la France n'est plus qu'un État sur 27. Nous avons un commissaire sur 27, ça fait 3,7% des voix. On ne peut pas avoir d'autre Europe. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui promettent une autre Europe, que ce soit à les souverainistes à droite, ou bien que ce soit Monsieur Mélenchon à gauche, en fait, dupent les Français puisque nous ne pouvons pas avoir d'autre Europe. Monsieur Hollande est encore une fois en train d'en administrer la preuve aux Français. J'ai écouté hier Claude Barthelone qui disait, qui est pas rien, c'est quand même le président de l'Assemblée nationale, qui disait l'objectif de réduction des déficits à 3% du PIB a un côté absurde par rapport à la situation que nous connaissons. L'Europe ne doit pas être le continent où l'on dit rigueur, chômage. Mais quand même, son Assemblée a voté ce traité. Mais oui, mais nous avons affaire à une schizophrénie générale des élites françaises. Tout le monde sait que les députés, quand vous leur parlez, ou les sénateurs, quand vous leur parlez en tête-à-tête, beaucoup de responsables politiques sont tous, qu'ils appartiennent à l'UMP, au PS, etc., sont tous là à vous dire, en tête-à-tête, on va dans le mur. Ça ne marchera pas. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Et pourtant, ils votent comme un seul homme ces choses-là. Ça veut donc dire qu'ils sont en fait... comment dirais-je, ils trahissent tout simplement le mandat des Français. Ils ne représentent plus les Français. Ils sont devenus désormais les marionnettes de l'empire euro-atlantiste qui dirige la France via Bruxelles. Est-ce qu'on peut émettre, à partir de ce vote, des doutes sur la démocratie en France ? Bien entendu, il n'y a plus de démocratie en France. La démocratie représentative a été complètement vidée de substance. D'abord parce que tous les pouvoirs ont été transférés, je le répète encore, à Bruxelles, à la Commission européenne, à Francfort, à la Banque centrale européenne, au Fonds monétaire international et à l'OTAN qui sont à Washington. Et donc sur tous les sujets dans tous les domaines, la France n'a plus que des compétences nulles ou tout à fait résiduelles. Donc on vote, c'est comme la Starac, si vous voulez, on vote pour des gens qui ne font que lire un script et un scénario préparé par d'autres. Alors les manifestations contre la crise, en tout cas, se répandent dans toute la zone européenne. On a vu le Portugal, on a vu l'Espagne, on dénonce les coupes budgétaires. Merkel qui a été accueillie à Athènes avec des croix gammées, décryptage. Moi je trouve ça triste parce que il est en train de se produire ce qu'avait prophétisé Milton Friedman, prix Nobel d'économie dans le le journal Die Welt, le 7 janvier 2002. Il avait dit que l'euro risquait de développer une animosité entre les États. Moi, je ne suis pas de ceux qui tapent sur l'Allemagne. J'observe d'ailleurs que des gens comme Monsieur Mélenchon ou certains européistes sont pour l'euro, mais n'arrêtent pas de taper sur l'Allemagne. Les Allemands, ils ont leurs propres problèmes, leurs propres intérêts nationaux. Il faut voir que si nous étions Allemands, ils ont le sentiment, les Allemands, qui bossent, qui travaillent bien, et que sans arrêt, on est en train de leur demander de l'argent pour financer les autres. Donc il est normal qu'ils en aient assez. Mais il est tout à fait normal aussi que les Grecs, les Espagnols et les Italiens refusent de devenir des Allemands. Donc le problème, ça n'est pas Madame Merkel ou ça n'est pas la Grèce. Le problème, c'est cette folie d'avoir mis 17 États avec une seule monnaie. Il faut en sortir. D'ailleurs, tout le monde le sait.
aujourd'hui même, dans le Figaro de ce matin, j'ai été absolument stupéfait de lire l'interview de Madame Parizeau. Madame Parizeau qui dit que désormais les chefs d'entreprise, les patrons français sont en panique, sont dans un état de quasi-panique, oui, et que la situation est catastrophique. Donc même dans les cercles d'économique, ils le savent que ça ne peut pas marcher. Alors, il faut arrêter avec ça. Nous apportons un message d'espoir. Il faut que les Français comprennent qu'il y a une vie après l'euro, il y a une vie après la construction européenne. Non d'une pipe. L'avenir n'est pas uniquement dans le désastre. Quand on va vers le désastre, quand on fonce vers le gouffre, eh bien, il faut se dire attention. Qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, il faut être adulte et se dire maintenant, nous prenons des décisions pour changer complètement d'orientation. Il faut arrêter de faire confiance et de croire à tous ces prophètes comment dirais-je, de l'apocalypse, les Attali, les Alain Minc, le MEDEF, etc., qui nous ont promis que l'euro allait apporter la croissance, l'emploi, le bonheur. On constate que c'est tout l'inverse et c'est encore à ces docteurs qui sont des charlatans qu'on demande ce qu'il faut faire. Non, quand on a des docteurs qui sont des charlatans, on change de docteur et on change de médecine. Finalement, l'euro est loin d'être sauvé. Mais l'euro va exploser, je l'ai toujours expliqué, je maintiens, je persiste et signe, l'euro va exploser. L'important, c'est que nous devons en sortir le plus vite possible, parce que plus on attendra, et plus la facture pour les Français sera, je pèse mes mots, cataclysmique. Cataclysmique. Oui. Je persiste et signe. En Allemagne actuellement, les plus hautes autorités allemandes, du moins dans le milieu des affaires, disent que si l'Allemagne reste dans l'euro, ils évaluent à 1 000 milliards de dollars le coût pour la collectivité allemande de cette folie jusqu'à l'explosion finale. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous, président de l'UPR, dont j'ai lu d'ailleurs qu'il était dans le top 5 des partis politiques français les plus consultés à travers le monde sur Internet. C'est vrai ? C'est exact, absolument. Nous sommes hissés sur Alexa Ranking, au 5e rang des sites politiques les plus consultés de France. Et j'insiste aussi sur le fait que nous avons désormais dépassé les 1860 adhérents ce matin même. Nous sommes en ce moment sur un rythme de 12 adhérents par jour, ce qui est beaucoup pour un mouvement politique qui est totalement verrouillé, qui n'a accès à aucun grand journal, aucun grand magazine, aucune grande radio nationale, aucune télévision nationale. Je suis passé 4 minutes sur Ce soir ou jamais de Monsieur Tadei pour la première fois il y a quelques jours, mais nous sommes totalement verrouillés, donc c'est quelque chose qui commence d'ailleurs à inquiéter, je le sais, et à beaucoup préoccuper un certain nombre d'autres mouvements politiques. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. Un mot encore, 759e jour de captivité pour Thierry Doll et ses compagnons. Nous pensons fortement à eux et à leurs familles. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.